Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture d'Anna Karénine de Tolstoï. J'en étais à la 7e partie au chapitre 23. Oui. Chapitre 23. D'abord, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Voilà, merci encore. Chapitre 23. Il ne se prend de décision dans les familles qu'en cas d'entente parfaite ou de complet désaccord. Quand les rapports entre époux flottent entre ces deux extrêmes, aucun d'eux n'ose rien entreprendre et l'on en a vu demeurer de ce fait des années entières en des lieux qui pourtant semblaient également fastidieux à l'un et à l'autre. Vronsky et Anna en étaient là. Les arbres des boulevards avaient eu le temps de se couvrir de feuilles et les feuilles de se ternir, que malgré la chaleur et la poussière, ils restaient encore à Moscou dont le séjour leur était odieux à tous deux. Une mésintelligence latente les séparait que toute tentative d'explication aggravait singulièrement. Anna trouvait son amant refroidi. Vronsky en voulait à sa maîtresse de rendre encore plus pénible par ses récriminations la situation fausse dans laquelle il s'était mis à cause d'elle. Tout en dissimulant soigneusement ses véritables causes de leur irritation, chacun d'eux en tenait l'autre pour responsable et profitait de la première occasion pour le lui faire sentir. Connaissant à fond Vronsky, ses goûts, ses pensées, ses désirs, ses particularités physiques et morales, Anna le jugeait fait pour l'amour et rien que pour l'amour. Si donc il s'était refroidi à son égard, c'est qu'il l'aimait ailleurs. Et dans son aveugle jalousie, elle s'en prenait à toutes les femmes. Tantôt elle redoutait les liaisons grossières, accessibles à ce célibataire, tantôt elle se méfiait des femmes du monde, tantôt même elle maudissait la jeune fille pour qui peut-être il l'abandonnerait un beau jour. Cette dernière forme de jalousie était de beaucoup la plus douloureuse, ayant été éveillée par une confidence d'Alexis. Un jour d'abandon, il avait fort blâmé sa mère qui s'était mise en tête de lui faire épouser mademoiselle Sorokine. Tout en le jalousant, elle accumulait sur la tête de Vronsky les griefs les plus divers, la solitude dans laquelle elle vivait, les hésitations d'Alexis Alexandrovitch, la séparation sans doute éternelle d'avec son fils, leur séjour prolongé à Moscou. S'il l'aimait vraiment, ne pourrait-il pas se passer de société et se cloîtrer avec elle à la campagne ? Survenait-il entre eux quelques rares moments de tendresse, Anna n'en éprouvait aucun apaisement, car elle découvrait dans les caresses de cet amant trop calme, trop maître de lui, une nuance nouvelle qui la blessait. Le jour baissait. Vronsky assistait à un dîner de garçons et Anna s'était réfugiée pour l'attendre dans le cabinet de travail, où le bruit de la rue l'incommodait moins que dans le reste de l'appartement. Elle marchait de long en large et repassait dans sa mémoire les détails d'une scène pénible qui les avait dressés la veille l'un contre l'autre. En remontant aux causes de ce dissentiment, elle fut surprise de les trouver si futiles. À propos d'Anna, la petite Anglaise qu'elle protégeait, Vronsky avait tourné en ridicule les lycées de filles, prétendant que les sciences physiques seraient d'une médiocre utilité à cet enfant. Croyant voir là une pierre jetée dans son jardin, elle avait riposté du tac au tac. « Je ne m'attendais certes pas à votre sympathie, mais je croyais avoir le droit de compter sur votre délicatesse. » Piqué au vif, Vronsky avait rougi et, après une ou deux répliques dont elle ne se souvenait plus, s'était permis de dire pour achever de la froisser « J'avoue ne rien comprendre à votre engouement pour cette gamine. Je n'y vois qu'affectation. » Le reproche était dur et injuste. Il s'attaquait aux laborieux efforts d'Anna pour se créer une occupation qui l'aidât à supporter son isolement. Elle éclata. « Il est bien malheureux que les sentiments grossiers et matériels vous soient seuls accessibles, avait-elle reparti en quittant la pièce. Le soir, dans la chambre à coucher, il n'avait fait aucune allusion à cette scène tout en sentant fort bien qu'il ne l'oubliait pas. Une journée entière passée dans la solitude avait fait réfléchir Anna. Avide de se réconcilier avec son amant, elle était prête à pardonner, voire à s'accuser elle-même. C'est ma faute, mon absurde jalousie me rend par trop irritable. Il faut partir pour la campagne. J'y retrouverai mon calme. Je sais bien qu'en m'accusant d'affecter de la tendresse pour une étrangère, il me reproche de ne pas aimer ma fille. Mais que sait-il de l'amour qu'un enfant peut inspirer ?
Se doute-t-il de ce que je lui ai sacrifié en renonçant à Serge? Pourquoi ce désir constant de me blesser? N'est-ce pas une preuve qu'il en aime une autre? En cherchant à s'apaiser, elle était revenue au lugubre point de départ. Et quoi, se dit-elle affolée, ne puis-je vraiment pas me reconnaître coupable? Voyons, il est droit et honnête, il m'aime. Je l'aime également et mon divorce n'est plus qu'une question de jours. Que me faut-il de plus? De la tranquillité, de la confiance. Oui, dès qu'il rentrera, je m'avouerai coupable tout en ne l'étant pas, et nous partirons plus tôt. Et pour chasser ses idées noires, elle donna l'ordre d'apporter les malles. Vronsky rentra à 10 heures. Chapitre 24. Votre dîner s'est-il bien passé? Demanda-t-elle en l'accueillant d'un air contrit. Comme de coutume, répondit-il en remarquant aussitôt cette saute d'humeur dont il se réjouit d'autant plus que lui-même était fort gai. Que vois-je, on emballe? Voilà qui est gentil. Oui, la promenade que j'ai faite tantôt m'a donné le désir de retourner à la campagne. Rien ne te retient plus ici, n'est-ce pas? Je ne demande qu'à partir. Fais servir le thé pendant que je change de vêtements, je reviens à l'instant. L'air de supériorité qu'il affectait parut blessant à Anna. Voilà qui est gentil. N'est-ce pas de ce ton qu'on excuse les caprices d'un enfant gâté? Le besoin de lutter se réveilla aussitôt. Pourquoi se ferait-elle humble devant cette arrogance? Elle se contint cependant et, quand il revint, elle lui exposa ses plans de départ au moyen de phrases apprises d'avance. « Je crois que c'est une inspiration, conclut-elle. Au moins couperai-je court à cette éternelle attente. À quoi bon espérer? Je veux devenir indifférente à la question du divorce. N'est-ce pas ton avis? » Certainement, répondit-il, quelque peu inquiet de l'agitation d'Anna. « Raconte-moi à ton tour ce qui s'est passé à votre dîner, dit-elle, après un moment de silence. Le dîner était fort bon, répondit Vronsky et lui nomma les convives. Nous avons eu ensuite des régates, mais comme on trouve toujours à Moscou le moyen de se rendre ridicule, on nous a exhibé la maîtresse de natation de la reine de Suède. Comment? Elle a nagé devant vous? Demanda Anna se rembrunissant. Oui, en costume rouge. C'est une vieille femme hideuse. Eh bien, quand partons-nous? Peut-on imaginer rien de plus sot? Y a-t-il quelque chose de spécial dans sa façon de nager? Demanda-t-elle, poursuivant son idée. Pas du tout. C'était ridicule, te dis-je. Alors tu as fixé le départ? Anna secoua la tête comme pour en chasser une obsession. Le plus tôt sera le mieux. Nous ne pourrons pas être prêts pour demain, mais après-demain. Entendu. C'est-à-dire non. Après-demain dimanche, je serai obligée d'aller chez maman. À peine avait-il prononcé ce mot qu'il se troubla en sentant peser sur lui un regard soupçonneux. Son trouble augmenta la méfiance d'Anna. Elle oublia la maîtresse de natation pour ne plus s'inquiéter que de mademoiselle Sorokine qui passait l'été chez la vieille comtesse aux environs de Moscou. Et elle s'écarta de lui en rougissant. « Ne peux-tu y aller demain ?»« C'est impossible. Ni la procuration, ni l'argent qu'elle doit me remettre ne pourront être préparés pour demain. »« Alors nous ne partirons pas du tout. »« Pourquoi cela ?»« Lundi ou jamais. »« Mais voyons, cela n'a pas le sens commun, s'écria Vronsky. Pour toi, parce que dans ton égoïsme, tu ne veux pas comprendre ce que je souffre. Un seul être me retenait ici, Anna, et tu as trouvé moyen de m'accuser d'hypocrisie à son égard. Selon toi, je n'aime pas ma fille, et j'affecte pour cette petite Anglaise des sentiments qui n'ont rien de naturel. Je voudrais bien savoir ce qu'il pourrait y avoir de naturel dans la vie que je mène. Elle s'aperçut avec terreur qu'elle oubliait ses bonnes résolutions. Mais, tout en comprenant qu'elle se perdait, elle ne résista pas à la tentation de lui prouver ses torts. « Je n'ai pas dit cela, rétorqua-t-il, mais simplement que cette tendresse subite me déplaisait. »« Ce n'est pas vrai. Et pour quelqu'un qui se vante de sa droiture, je n'ai ni l'habitude de me vanter, ni celle de mentir, dit-il doucement, réprimant la colère qui grondait en lui. « Je regrette fort que tu ne respectes pas. Le respect a été inventé pour dissimuler l'absence d'amour. Si tu ne m'aimes plus, il serait plus loyal de me l'avouer. » « Cela devient intolérable, s'exclama Vronsky, qui se leva brusquement et vint se planter devant elle. « Ma patience a des bornes. Pourquoi la mettre à l'épreuve? Prenons... J'ai tout faux avec lui. Allons-y. Cela devient intolérable, s'exclama Vronsky, qui se leva brusquement et vint se planter devant elle. « Ma patience a des bornes. Pourquoi la mettre à l'épreuve? Prononça-t-il lentement, comme s'il contenait d'autres paroles plus amères prêtes à lui échapper. « Que voulez-vous dire par là ?» s'écria-t-elle, épouvantée du regard dont il la foudroyait et de l'expression de haine qui ravageait son visage. « Je veux dire que... Mais non. C'est à moi à vous demander ce que vous prétendez de moi. Que puis-je prétendre, sauf de n'être pas abandonnée comme vous avez l'intention de le faire?
Au reste, la question est secondaire. Je veux être aimée et si vous ne m'aimez plus, tout est fini. » Elle se dirigea vers la porte. « Attends, attends !» dit Vronsky en la retenant par le bras, mais les sourcils toujours barrés d'un pli sinistre. « De quoi s'agit-il entre nous ? Je demande à ne partir que dans 3 jours et tu réponds à cela que je mens et que je suis un malhonnête homme. Oui, et je le répète, un homme qui me reproche les sacrifices qu'il m'a faits, c'était une allusion à d'anciens griefs, est plus que malhonnête. Il n'a tout simplement pas de cœur. »« Ma patience est à bout, » s'écria Vronsky en lui lâchant le bras. « Il me hait, c'est certain, » pensa-t-elle, et sans se retourner, elle sortit de la pièce à pas chancelants. « Il en aime une autre, c'est plus que certain encore, » se dit-elle en rentrant dans sa chambre, et elle se répéta mentalement ces paroles de tout à l'heure. « Je veux être aimée, et s'il ne m'aime plus, tout est fini. Oui, il faut en finir, mais comment ?» se demanda-t-elle en s'affaissant dans un fauteuil devant son miroir. Les pensées les plus diverses l'assaillirent. Où se réfugier ? Chez sa tante qui l'avait élevée ? Chez Dolly ou encore à l'étranger ? Que faisait-il dans son cabinet ? Cette rupture serait-elle définitive ? Que dirait Alexis Alexandrovitch et ses anciennes amies de Pétersbourg ? Une idée vague sourdait dans son esprit sans qu'elle arrivât à la formuler. Elle se rappela un mot dit par elle à son mari après ses couches. « Pourquoi ne suis-je pas morte ?» Aussitôt ces paroles réveillèrent le sentiment qu'elles avaient exprimé jadis. Mourir. Oui, c'est la seule manière d'en sortir. Ma honte, le déshonneur d'Alexis Alexandrovitch, celui de Serge, tout s'efface avec ma mort. Une fois morte, il regrettera sa conduite, il me pleurera, il m'aimera. Un sourire d'attendrissement sur elle-même effleura ses lèvres tandis qu'elle ôtait et remettait machinalement ses bagues. Des pas qui approchaient, les siens, la tirèrent de ses méditations sans qu'elle fît mine d'y prendre garde. Il lui prit la main et dit doucement « Anna, je suis prêt à tout. Partons après-demain. » Et comme elle ne répondait rien, « Eh bien, insista-t-il, fais comme tu veux. » Incapable de se maîtriser plus longtemps, elle fondit en larmes. « Quitte-moi, murmura-t-elle à travers ses sanglots. Je m'en irai dès demain, et même je ferai plus. Que suis-je ? Une femme perdue, une pierre à ton cou. Je ne veux pas te tourmenter davantage. Tu ne m'aimes plus, tu en aimes une autre. Je te débarrasserai de moi. » Vronsky la supplia de se calmer, affirma que sa jalousie était sans fondement, jura qu'il l'aimait plus que jamais. « Anna, pourquoi nous torturer ainsi ?» lui demanda-t-il en lui baisant les mains. Anna crut remarquer des larmes dans ses yeux et dans sa voix. Passant aussitôt de la plus sombre jalousie à la passion la plus ardente, elle couvrit de baisers la tête, le cou et les mains de son amant. Chapitre 25. La réconciliation était complète. Anna ne savait trop encore s'ils partiraient le lundi ou le mardi, chacun d'eux ayant voulu céder à l'autre sur ce point. Mais peu lui importait maintenant, et dès le lendemain matin, elle activa ses apprêts. Elle retirait divers objets d'une malle lorsque Vronsky entra. Il avait fait toilette plus tôt que de coutume. « Je vais de ce pas chez maman. Je lui dirai de m'envoyer l'argent par l'entremise de Yegorov. Comme cela, nous pourrons partir dès demain. » L'allusion à cette visite troubla les bonnes dispositions d'Anna. Ainsi donc, se dit-elle, il était possible d'arranger les choses comme je le voulais. « Non, répliqua-t-elle, ne change rien à ton programme, car je ne serai pas prête moi-même. Va déjeuner, je te rejoins aussitôt, mon rangement fini, ajouta-t-elle en empilant toutes sortes de chiffons sur les bras d'Anouchka. Quand elle rentra dans la salle à manger, Vronsky mangeait un beefsteak. Elle s'assit à côté de lui pour prendre son café. « Cet appartement m'est odieux, » déclara-t-elle. « Quoi de plus abominable que les chambres garnies ? Ces pendules, ces rideaux, ces papiers peints surtout me sont devenus un véritable cauchemar, et la campagne m'apparaît comme la terre promise. Tu n'y envoies pas les chevaux dès maintenant ? Non, ils nous suivront. As-tu l'intention de sortir aujourd'hui ? Je passerai peut-être chez Madame Wilson pour lui porter une robe. Alors, entendu pour demain, demanda-t-elle gaiement. Mais elle changea soudain de visage. À ce moment, le valet de chambre étant venu demander le reçu d'une dépêche, Vronsky lui répondit sèchement qu'il le trouverait sur son bureau. Et pour détourner l'attention d'Anna, il s'empressa de lui répondre « Certainement, tout sera terminé demain. » Mais Anna avait déjà changé de visage. « De qui la dépêche ?» demanda-t-elle sans l'entendre. « De Stiva, répondit-il sans empressement. Pourquoi ne me l'as-tu pas montré ? Quel secret peut-il avoir entre mon frère et toi ? Peut-il y avoir entre mon frère et toi ?
Vronsky ordonna au valet de chambre d'apporter la dépêche. Je ne voulais pas te la faire voir parce que Stiva a la manie du télégraphe. Quel besoin avait-il de me prévenir par fil que rien n'était encore décidé? Au sujet du divorce? Oui, il prétend ne pas pouvoir obtenir de réponse définitive. Tiens, lis toi-même. Anna prit la dépêche d'une main tremblante. La fin en était ainsi conçue. Peu d'espoir, mais je ferai le possible et l'impossible. Ne t'ai-je pas dit hier que cela m'était indifférent, fit-elle en rougissant. Il était donc bien inutile de me rien cacher. Sans doute en eût-il ainsi pour sa correspondance avec les femmes, pensa-t-elle. À propos, Yashvin viendra peut-être ce matin avec Voitov. Figure-toi qu'il a gagné près de 60 000 roubles à Pietsov, qui sera bien embarrassé de les lui payer. Cette façon détournée de lui faire comprendre qu'elle s'engageait de nouveau sur un terrain dangereux l'irrita encore davantage. Pardon, insista-t-elle, pourquoi as-tu cru bon de me cacher cette nouvelle? Je te répète que cette question m'est devenue indifférente et je souhaiterais qu'elle t'intéressât aussi peu que moi. Si elle m'intéresse, c'est que j'aime les situations claires. Si elle m'intéresse, c'est que j'aime les situations claires. Qu'importe les formes quand l'amour existe, s'écria-t-elle de plus en plus choquée par ce ton de froide supériorité. Que vas-tu faire du divorce? Toujours l'amour, pensa Vronsky en se renfrognant. Tu sais bien que si je le désire, c'est à cause de toi et de nos futurs enfants. Il n'y aura plus d'enfants. Tant pis, je le regrette. Tu ne penses qu'aux enfants et pas à moi, fit-elle, oubliant qu'il venait de dire à cause de toi et de nos enfants. Ce désir d'avoir des enfants était depuis longtemps entre eux un sujet de discorde. Il la blessait comme une preuve d'indifférence envers sa beauté. Au contraire, c'est surtout à toi que je pense, répondit-il, les sourcils contractés comme par une névralgie. Je suis convaincu que ton irritabilité tient principalement à la fausseté de ta position. Il cesse de feindre, et la haine qu'il me porte apparaît tout entière, songea-t-elle sans prêter attention à ses paroles. Il lui semblait voir un juge féroce la condamner par les yeux de Vronsky. Non, ma position ne saurait être la cause de ce qu'il te plaît d'appeler mon irritabilité, dit-elle. Elle me paraît parfaitement claire. Ne suis-je pas absolument en ton pouvoir? Je regrette que tu ne veuilles pas me comprendre, l'interrompit-il brusquement, car il tenait à lui faire saisir une bonne fois le fond de sa pensée. C'est ta position fausse qui t'incite à te méfier de moi. Oh, quant à cela, tu peux être tranquille, répliqua-t-elle en se détournant. Elle avala quelques gorgées de café. Le bruit de ses lèvres et le geste de sa main qui tenait la tasse, le petit doigt levé, agaçaient évidemment Vronsky. Elle s'en aperçut en lui jetant un regard à la dérobée. « Peu m'importe l'opinion de ta mère et les projets de mariage qu'elle forme pour toi, dit-elle en reposant sa tasse d'une main qui tremblait. Il ne s'agit pas de cela. Si fait. Et tu peux m'en croire, une femme sans cœur, fût-elle ta mère, ne saurait m'intéresser. Anna, je te prie de respecter ma mère. Une femme qui ne comprend pas où réside le bonheur de son fils, qui l'incite à un attentat contre l'honneur, cette femme-là n'a pas de cœur. Encore une fois, je te prie de ne pas parler de ma mère sur ce ton, dit-il en élevant la voix. Il lui décocha un regard sévère qu'elle supporta hardiment. Elle considérait ses lèvres et ses mains qui lui avaient la veille, après la réconciliation, dispensé tant de caresses. Caresses banales, songea-t-elle, qu'il a prodiguées et prodiguera encore à bien d'autres femmes. Tu n'aimes pas ta mère, dit-elle enfin, les yeux lourds de haine. Tu n'aimes pas ta mère. Dit-elle enfin, les yeux lourds de haine, ce ne sont que des phrases. Dans ce cas, il faut prendre un parti. Et quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Elle allait se retirer quand Yashvin entra. Elle s'arrêta pour lui souhaiter le bonjour. Pourquoi, à un tournant si grave de son existence, dissimulait-elle devant un étranger qui tôt ou tard apprendrait tout? C'est ce qu'elle n'aurait pu expliquer. Mais elle se rassit, et refoulant l'orage qui grondait en son cœur, elle se mit à parler à Yashvin de choses indifférentes. « Vous a-t-on payé » lui demanda-t-elle. « En partie seulement, et je dois me mettre en route mercredi sans faute, » répondit-il en risquant une œillade du côté de Vronsky. Sans doute soupçonnait-il que son entrée avait interrompu une scène. « Et vous, quand partez-vous » ? « Après-demain, je pense, dit Vronsky. « Vous avez enfin pris une décision » ? « Oui, et définitive, répondit Anna, dont le regard dur repoussait d'avance toute tentative de rapprochement. N'avez-vous pas pitié de ce pauvre Pievtsov ? Pitié. C'est une question que je ne me suis jamais posée, Anna Arkadievna. Je porte ma fortune sur moi, dit-il en montrant sa poche. Mais riche en ce moment, je puis ce soir sortir sans le sou du club. Celui qui joue avec moi me gagnerait volontiers jusqu'à ma chemise. C'est cette lutte qui fait le plaisir.
Mais si vous étiez marié, qu'en dirait votre femme, s'enquit Anna en souriant. Aussi bien ne me suis jamais mariée et n'en ai jamais eu l'intention, répondit Yashvin que cette supposition amusa fort. Tu oublies Helsingfors, insinua Vronsky en risquant un coup d'œil vers Anna dont le sourire s'éteignit aussitôt. Non, mon ami, il n'y a rien de changé, semblait dire ses traits rigides. N'avez-vous jamais été amoureux demanda-t-elle à Yashvin. Oh, Seigneur, combien de fois. Mais alors que d'autres s'arrangent en jouant pour ne pas manquer leur rendez-vous, moi j'ai toujours fait en sorte de ne pas manquer ma partie. Je ne parle pas de ce genre d'amour, c'est le vrai que j'ai en vue. Elle voulait l'interroger sur Helsingfors, mais se refusa à répéter un mot qu'avait prononcé Vronsky. Sur ces entrefaites, Voïtov se présenta pour acheter un étalon. Anna se retira. Avant de sortir, Vronsky passa chez elle. Elle fit d'abord mine d'être absorbée par une recherche, mais honteuse de cette dissimulation, elle arrêta sur lui un regard toujours glacial. « Que vous faut-il » demanda-t-elle en français. « Le certificat d'origine de Gambetta, que je viens de vendre, » répondit-il d'un ton qui voulait clairement dire « Je n'ai pas de temps à perdre en explications oiseuses. » Je n'ai rien à me reprocher, pensait-il. Si elle veut se punir, tant pis pour elle. Cependant, comme il quittait la chambre, il lui sembla qu'elle appelait et se sentit soudain pris de pitié. « Qu'y a-t-il, Anna » demanda-t-il. « Rien » répondit-elle froidement. « Allons, décidément tant pis » se dit-il encore, subitement refroidi. En passant devant une glace, il aperçut un visage si défait que l'idée lui vint de consoler la malheureuse, mais trop tard, il était déjà loin. Il passa toute la journée dehors et lorsqu'il rentra, la femme de chambre lui apprit qu'Anna Arkadievna avait la migraine et priait qu'on ne la dérangeât point. Chapitre 26. Jamais encore, en cas de dissentiment, une journée ne s'était écoulée sans amener de réconciliation. Cette fois-ci, la querelle ressemblait fort à une rupture. Pour l'accabler d'un regard aussi glacial, pour s'éloigner comme son amant l'avait fait, malgré l'état de désespoir auquel il l'avait vue réduite, c'est qu'il la haïssait, qu'il en aimait une autre. Les mots cruels sortis de la bouche de Vronsky revenaient tous à la mémoire d'Anna et s'aggravaient, dans son imagination, de propos grossiers dont il était incapable et que pourtant elle lui imputait à grief. « Je ne vous retiens pas, lui faisait-elle dire. Vous pouvez partir, puisque vous ne teniez pas au divorce, c'est que vous comptiez retourner chez votre mari. S'il vous faut de l'argent, vous n'avez qu'à le dire. Combien voulez-vous ? Mais hier encore, il me jurait qu'il n'aimait que moi, se disait-elle, le moment d'après. C'est un homme honnête et sincère. Ne me suis-je pas désespérée inutilement déjà bien des fois ? À part une visite de 2 heures à Mrs. Wilson, elle passa toute la journée en alternative de doute et d'espérance. Fallait-il partir tout de suite ou tenter encore de le revoir ? Lasse de l'attendre toute la journée, elle finit par entrer dans sa chambre, en recommandant à Anouchka de la dire souffrante. « S'il vient malgré tout, décida-t-elle, c'est qu'il m'aime encore. Sinon, c'est fini, et je sais ce qu'il me reste à faire. » Elle entendit le roulement de la calèche sur le pavé quand Vronsky rentra, son coup de sonnette, son colloque avec la femme de chambre, puis ses pas s'éloignèrent. Il rentra dans son cabinet, et Anna comprit que le sort en était jeté. La mort lui apparut alors comme l'unique moyen de punir Vronsky, de reconquérir son amour, de triompher dans la lutte que le malin esprit qui s'était logé dans son cœur menait avec cet homme. Le départ, le divorce devenaient choses indifférentes. L'essentiel était le châtiment. Elle prit sa fiole d'opium et versa sa dose accoutumée dans un verre. En avalant le tout, songea-t-elle, il serait bien facile d'en finir. Couchée, les yeux ouverts, elle considérait, à la lueur vacillante de la bougie, les moulures de la corniche et l'ombre qui projetait le paravent et s'abandonnait à cette rêverie lugubre. Que penserait-il quand elle aurait disparu ? Quels remords seraient les siens ? Comment ai-je pu lui parler durement, la quitter sans une parole d'affection ? Et voici qu'elle n'est plus, qu'elle nous a pour toujours abandonnés. Tout à coup, l'ombre du paravent sembla chanceler, gagner tout le plafond. D'autres ombres coururent à sa rencontre, reculèrent pour se précipiter avec une impétuosité nouvelle et tout se confondit dans une obscurité complète. La mort, se dit-elle, et une terreur si profonde s'empara de tout son être qu'elle resta quelque temps à rassembler ses idées sans savoir où elle se trouvait.
Après de vains efforts, elle put enfin, d'une main tremblante, allumer une bougie à la place de celle qui venait de s'éteindre. Des larmes de joie lui inondèrent le visage lorsqu'elle comprit qu'elle vivait encore. « Non, non, tout plutôt que la mort. Je l'aime, il m'aime aussi. Nous avons déjà connu des scènes pareilles et tout s'est arrangé. » Et pour échapper à ses frayeurs, elle se sauva dans le cabinet de Vronsky. Il y dormait d'un paisible sommeil. Elle s'approcha de lui, leva son bougeoir et le contempla longuement en pleurant d'attendrissement. Mais elle se garda bien de le réveiller. Il l'aurait regardé de son air glacial, sûr de son fait, et son premier mouvement à elle eût été de lui démontrer la gravité de ses torts. Elle rentra donc dans sa chambre, prit une seconde dose d'opium et s'endormit d'un sommeil pesant qui ne lui ôta pas le sentiment de ses souffrances. Vers le matin, le cauchemar affreux qui l'avait plus d'une fois oppressé avant sa liaison avec Vronsky l'angoissa de nouveau. Un petit bonhomme à la barbe ébouriffée tapotait sur du fer en prononçant des bouts de phrases françaises incompréhensibles. Et comme toujours, ce qui la terrifiait le plus, c'était de voir cet homme accomplir sa besogne au-dessus d'elle, sans avoir l'air de la remarquer. Aussitôt levé, les événements de la veille lui revinrent confusément à l'esprit. Que s'est-il passé de si désespéré, pensa-t-elle. Une querelle? Ce n'est pas la première. J'ai prétexté une migraine et il n'y a pas pris garde. Demain nous partons. Il faut le voir, lui parler et hâter le départ. Elle se dirigea vers le cabinet de Vronsky. Mais en traversant le salon, le bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la porte la fit regarder par la fenêtre. C'était un coupé. Une jeune fille en chapeau mauve, penchée à la portière, donnait des ordres à un valet de pied. Celui-ci sonna, on parla dans le vestibule, puis quelqu'un monta et Anna entendit Vronsky descendre l'escalier à la hâte. Elle le vit sortir tête nue, s'approcher de la voiture, prendre un paquet des mains de la jeune fille et lui parler en souriant. Le coupé s'éloigna et Vronsky remonta vivement. Cette petite scène dissipa soudain la torpeur d'Anna et les impressions de la veille lui déchirèrent le cœur plus douloureusement que jamais. Comment avait-elle pu s'abaisser au point de rester, après une pareille scène, tout un jour sous le même toit que cet homme? Elle entra dans le cabinet pour lui annoncer la résolution qu'elle avait prise. La princesse Sorokine et sa fille m'ont apporté l'argent et les papiers de ma mère que je n'avais pu obtenir hier, dit tranquillement Vronsky, sans vouloir remarquer la physionomie tragique d'Anna. Comment te sens-tu ce matin? Debout au milieu de la chambre. Elle le regarda fixement tandis qu'il continuait à lire une lettre, le front plissé, après avoir jeté les yeux sur elle. Sans mot dire, Anna tourna lentement sur elle-même et se dirigea vers la porte. Il ne fit rien pour la retenir. Le bruit du papier froissé résonnait seul dans le silence. « À propos, s'écria-t-il enfin au moment où elle atteignait le seuil, c'est bien décidément demain que nous partons. Vous, mais pas moi, répondit-elle en se retournant vers lui. Anna, pareille vie devient impossible. Vous, mais non pas moi, répéta-t-elle. Cela n'est plus tolérable. Vous vous en repentirez, dit-elle, et elle sortit. Effrayée du ton désespéré dont elle avait prononcé ces derniers mots, Vronsky sauta de son siège, voulut courir après elle, mais se ravisa soudain. Cette menace qu'il jugeait inconvenante l'exaspérait. « J'ai essayé de tous les moyens, murmura-t-il en serrant les dents, il ne me reste que l'indifférence. » Et il se prépara à sortir. Il lui fallait encore faire quelques courses et soumettre une procuration à la signature de sa mère. Anna l'entendit quitter son bureau, traverser la salle à manger, s'arrêter dans l'antichambre, non point pour venir à elle, mais pour donner ordre de mener les talons chez Voïtov. Elle entendit avancer la calèche, ouvrir la porte d'entrée. Quelqu'un remonta précipitamment l'escalier. Elle courut à la fenêtre et vit Vronsky prendre des mains de son valet de chambre une paire de gants oubliés, puis toucher le dos du cocher, lui dire quelques mots et, sans lever les yeux vers la fenêtre, se renverser dans sa pose habituelle au fond de la calèche, croiser une jambe sur l'autre tout en mettant un de ses gants et disparaître enfin au tournant de la rue. Chapitre 27. Il est parti, tout est fini, se dit-elle, debout à la fenêtre. Soudain, l'angoisse où l'avait plongée durant la nuit l'extinction de la bougie et les affres du cauchemar l'envahit de nouveau tout entière. « Non, ce n'est pas possible, s'écria-t-elle. Traversant toute la pièce, elle donna un violent coup de sonnette.
Mais dominée par la terreur, elle ne put attendre la venue du domestique et courut à sa rencontre. « Informez-vous de l'endroit où le comte s'est fait conduire, lui dit-elle. « Aux écuries, répondit le valet. La calèche va rentrer et sera tout de suite à la disposition de madame. C'est bon, je vais écrire un mot et vous prierez Michel de le porter sur le champ aux écuries. Elle s'assit et écrivit. J'ai eu tort, mais au nom du ciel reviens, nous nous expliquerons, j'ai peur. Elle cacheta, remit le billet au valet de chambre et, dans sa crainte de rester seule, gagna la nurserie. Je ne le reconnais plus. Où sont ses yeux bleus et son joli sourire timide, pensa-t-elle en apercevant au lieu de Serge que dans sa confusion elle s'attendait à voir une petite fille potelée aux joues roses, aux cheveux noirs frisés. Assise près d'une table, l'enfant tapait à tort et à travers avec un bouchon de carafe. Ses yeux, d'un noir de cassis, fixaient sur sa mère un regard stupide. L'Anglaise s'étant informée de la santé d'Anna, celle-ci l'assura qu'elle se portait fort bien et la prévint qu'on partait le lendemain pour la campagne. Puis elle s'assit près de la petite et lui prit le bouchon des mains pour le faire tourner. Mais le mouvement des sourcils et le rire sonore de l'enfant rappelaient si vivement Vronsky qu'Anna n'y put tenir. Elle se leva brusquement et se sauva. Est-il vraiment possible que tout soit fini ? Non, il reviendra, se dit-elle. Mais comment m'expliquera-t-il son animation, son sourire en lui parlant ? Et je croirai tout ce qu'il me dira ? Sinon je ne vois qu'un remède et je n'en veux pas. Elle jeta un coup d'œil à la pendule. 12 minutes s'étaient écoulées. Il a reçu ma lettre et va revenir dans 10 minutes. Et s'il ne revenait pas ? C'est impossible. Il ne doit pas me trouver avec des yeux rouges, je vais me baigner la figure. Mais voyons, me suis-je coiffée aujourd'hui ? Oui, fit-elle en portant les mains à sa tête. Mais quand donc ? Je ne m'en souviens plus. Elle s'approcha d'une glace pour se convaincre qu'elle s'était bien coiffée sans en avoir eu conscience et recula en apercevant un visage boursouflé et des yeux étrangement brillants qui la considéraient avec épouvante. « Qui est-ce » se demanda-t-elle. « Mais c'est moi », comprit-elle soudain. Et comme elle s'examinait en détail, elle crut sentir sur son épaule les récents baisers de son amant. Elle frissonna et porta une de ses mains à ses lèvres. « Deviendrai-je folle ?» se demanda-t-elle avec effroi, et elle se sauva dans sa chambre où Anouchka mettait de l'ordre. « Anouchka !» commença-t-elle sans pouvoir continuer en s'arrêtant devant cette brave fille qui parut la comprendre. « Vous vouliez faire visite à Daria Alexandrovna, dit-elle. « C'est vrai, je vais y aller. Un quart d'heure pour aller, un quart d'heure pour revenir. Il va être ici d'un moment à l'autre. » Elle regarda sa montre. « Mais comment a-t-il pu me quitter ainsi ? Comment peut-il vivre sans s'être réconcilié avec moi ?» Elle s'approcha de la fenêtre, scruta la rue, toujours personne. Craignant d'avoir fait une erreur de calcul, elle se remit à compter les minutes depuis son départ. Au moment où elle voulait consulter la pendule du salon, un équipage s'arrêta devant la porte. Par la fenêtre, elle reconnut la calèche, mais personne ne montait l'escalier. Comme elle entendait des voix dans le vestibule, elle descendit et aperçut son messager, Michel, un garçon réjoui et bien portant. « Monsieur le comte était déjà parti pour la gare de Nijni, » dit le valet de chambre. « Que me veux-tu ? Qu'y a-t-il encore » dit-elle à Michel qui voulait lui rendre son billet. « Ah oui, c'est vrai, songea-t-elle, il ne l'a pas reçu. Eh bien, porte tout de suite cette lettre au comte à la campagne chez sa mère et rapporte aussitôt la réponse. Et moi, que vais-je devenir en attendant ? La folie me guette. Allons toujours chez Dolly. Ah, il me reste encore la ressource de télégraphier. » Et elle écrivit la dépêche suivante qu'elle fit aussitôt expédier. « J'ai absolument besoin de vous parler, revenez vite. » Elle vint ensuite s'habiller et, déjà prête à sortir, s'arrêta devant la placide Anouchka dont les petits yeux gris témoignaient une vive compassion. « Anouchka, ma chère, que devenir ?» murmura-t-elle en se laissant choir sur un fauteuil. « Pourquoi vous tourmentez-vous, Anna Arkadyevna ? Ces choses-là arrivent. Faites un tour de promenade, cela vous distraira. »« Oui, je vais sortir. Si en mon absence, on apportait une dépêche, tu l'enverras chez Daria Alexandrovna, dit-elle en cherchant à se maîtriser. Ou plutôt non, je vais bientôt revenir. Je dois m'abstenir de toute réflexion, m'occuper, sortir, quitter cette maison surtout, songea-t-elle en écoutant terrifiée les battements précipités de son cœur. Elle se hâta de sortir et de monter en calèche. « Où doit-on mener madame ?» demanda Pierre, le valet de pied, rue de l'Apparition, chez les Oblonsky. Chapitre 28. Le temps était clair. Une pluie fine tombée dans la matinée faisait encore étinceler au soleil de mai les toits des maisons, les dalles des trottoirs, les pavés des chaussées, les roues des voitures, les cuirs et les fleurons des harnais. Il était 3 heures des harnais. Il était 3 heures, le moment le plus animé de la journée.
Doucement bercée par la calèche qu'entraînaient rapidement 2 trotteurs gris, Anna jugea différemment sa situation en repassant en grand air et dans le fracas continuel des roues les événements des derniers jours. L'idée de la mort l'effraya moins, mais ne lui parut plus aussi inévitable. Et elle se reprocha vivement l'humiliation à laquelle elle s'était abaissée. Pourquoi m'être accusée avoir imploré son pardon? Ne puis-je donc vivre sans lui? Et laissant cette question sans réponse, elle se mit à lire machinalement les enseignes. Bureau et magasin, dentiste. Oui, je vais me confesser à Dolly. Elle n'aime pas Vronsky, ce sera dur de tout lui dire, mais je le ferai. Elle m'aime, je suivrai son conseil. Je ne me laisserai pas traiter comme une enfant. Philippov, Kalach. On dit qu'il en expédie la pâte à Pétersbourg. L'eau de Moscou est meilleure. Les réservoirs de Mitichi, pardon. Et elle se souvint d'avoir autrefois passé dans cette localité en se rendant avec sa tante en pèlerinage à la Trinité Saint-Serge. On y allait en voiture dans ce temps-là. Était-ce vraiment moi avec des mains rouges? Que de choses qui me paraissaient des rêves irréalisables me semblent aujourd'hui misérables, et des siècles ne sauraient me ramener à l'innocence d'alors. Qui m'eût dit l'abaissement dans lequel je tomberais? Mon billet l'aura fait triompher, mais je rabattrai son orgueil. Mon Dieu, que cette peinture sent mauvais. Pourquoi éprouve-t-on toujours le besoin de bâtir, de peindre? Modes et parures. Un passant la salua, c'était le mari d'Anouchka. Nos parasites, comme dit Vronsky. Pourquoi les nôtres? Ah, si l'on pouvait arracher le passé avec ses racines. C'est impossible, hélas. Mais tout au moins peut-on feindre d'oublier. Et se rappelant tout à coup son passé avec Alexis Alexandrovitch, elle constata qu'elle en avait aisément perdu le souvenir. Dolly me donnera tort puisque c'est le second que je quitte. Ai-je la prétention d'avoir raison? Et elle sentit les larmes la gagner. De quoi ces 2 jeunes filles peuvent-elles bien parler en souriant? D'amour? Elles n'en connaissent ni la tristesse ni l'ignominie. Le boulevard et des enfants. 3 petits garçons qui jouent aux chevaux. Serge. Mon petit Serge. Je vais tout perdre sans pour cela te regagner. Oui, s'il ne revient pas, tout est bien perdu. Peut-être aura-t-il manqué le train et le retrouverai-je à la maison. Allons, voilà que je veux encore m'humilier. Non, je vais dire tout de suite à Dolly. Je suis malheureuse, je souffre, je l'ai mérité, mais viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Oh, ces chevaux. Cette calèche qui lui appartiennent, je me fais horreur de m'en servir. Bientôt, je ne les reverrai plus. Tout en se torturant ainsi, elle arriva chez Dolly et monta l'escalier. Y a-t-il du monde demanda-t-elle dans l'antichambre. Catherine Alexandrovna Levin, répondit le domestique. Kitty. Cette Kitty dont Vronsky était amoureux, se dit Anna, qu'il regrette de ne pas avoir épousé, tandis qu'il maudit le jour où il m'a rencontrée. Dolly donnait des conseils à sa sœur sur la meilleure manière d'allaiter quand on lui annonça Anna. Elle vint seule la recevoir. Tu n'es pas encore partie, je voulais précisément passer chez toi. J'ai reçu ce matin une lettre de Stiva. Et nous une dépêche, répondit Anna en tâchant d'apercevoir Kitty. Il m'écrit qu'il ne comprend rien aux caprices d'Alexis Alexandrovitch, mais qu'il ne partira pas sans avoir obtenu une réponse définitive. Tu as du monde, il me semble. Peux-tu me montrer la lettre de Stiva? Oui, j'ai Kitty, répondit Dolly, confuse. Elle est dans la chambre des enfants. Tu sais qu'elle relève de maladie? Je le sais. Peux-tu me montrer la lettre? Certainement, je vais te la chercher. Alexis Alexandrovitch ne refuse pas. Stiva a bon espoir, dit Dolly s'arrêtant sur le seuil. Je n'espère et je ne désire rien. Kitty croirait-elle s'abaisser en me rencontrant? Pensa Anna, restée seule. Elle a peut-être raison. Mais il ne lui appartient pas, à elle qui a été éprise de Vronsky, de me faire la leçon. Je sais bien qu'une femme honnête ne peut me recevoir. J'ai tout sacrifié à cet homme et voilà ma récompense. Ah, que je le hais. Et pourquoi suis-je venue ici? Je m'y sens plus mal encore que chez moi. Elle entendit les voix des 2 sœurs dans la pièce voisine. Et comment puis-je parler à Dolly maintenant? Fais-je réjouir Kitty du spectacle de mon malheur, avoir l'air de quémander si bonne grâce? Non. Et d'ailleurs Dolly elle-même ne me comprendrait pas. Mieux vaut me taire. J'aimerais bien voir Kitty pour lui prouver que je méprise tout le monde et que tout m'est devenu indifférent. Dolly rentra avec la lettre. Anna la parcourut et la lui rendit. Je savais cela, dit-elle, et ne m'en soucie plus. Pourquoi? J'ai bon espoir, objecta Dolly en examinant Anna avec attention. Jamais elle ne l'avait vue d'aussi bizarre humeur. Quel jour pars-tu?
Anna ne répondit rien. Les yeux à demi fermés, elle regardait droit devant elle. « Kitty a-t-elle peur de moi ?» demanda-t-elle au bout d'un moment en jetant un coup d'œil du côté de la porte. « Quelle idée ! Elle nourrit et ne s'en tire pas encore très bien. Je lui donnais des conseils. Elle est enchantée au contraire, elle va venir tout de suite, répondit Dolly qui se sentait gênée de faire un mensonge. Tiens, la voici. En apprenant l'arrivée d'Anna, Kitty n'avait d'abord pas voulu paraître, mais Dolly était parvenue à la raisonner. Elle fit donc effort sur elle-même et s'approcha en rougissant d'Anna pour lui tendre la main. Je suis charmée, proféra-t-elle d'une voix émue. L'hostilité et l'indulgence luttaient encore dans son cœur, mais à la vue du beau visage sympathique d'Anna, ses préventions contre cette méchante femme tombèrent. « J'aurais trouvé naturel votre refus de me voir, dit Anna. Je suis faite à tout. Vous avez été malade, me dit-on. En effet, je vous trouve changée. Kitty attribua le ton sec d'Anna. En effet, je vous trouve changée. Kitty attribua le ton sec d'Anna à la gêne que causait à cette femme jadis si au-dessus d'elle la fausseté de sa position. Elles s'entretinrent de la maladie de Kitty, de son enfant, de Stiva, mais l'esprit d'Anna était absent. « Je suis venue te faire mes adieux, dit-elle à Dolly en se levant. Quand partez-vous » Sans lui répondre, Anna se tourna vers Kitty avec un sourire. « Je suis bien aise de vous avoir revue. J'ai tant entendu parler de vous, même par votre mari. Vous savez qu'il est venu me voir. Il m'a beaucoup plu, ajouta-t-elle dans une intention mauvaise. Il m'a beaucoup plu. Où est-il ? À la campagne, répondit Kitty en rougissant. Faites-lui mes amitiés. N'y manquez pas. Je n'y manquerai pas, répéta naïvement Kitty avec un regard de compassion. Adieu, Dolly, dit Anna. Elle l'embrassa, serra la main de Kitty et se retira précipitamment. Elle est toujours aussi séduisante, fit remarquer Kitty à sa sœur quand celle-ci rentra après avoir reconduit Anna jusqu'à la porte. Comme elle est belle. Mais il y a en elle quelque chose qui m'inspire une immense pitié. Je ne la trouve pas aujourd'hui dans son état normal. J'ai cru qu'elle allait fondre en larmes dans l'antichambre. Chapitre 29. Remontée dans sa calèche, Anna se sentit plus malheureuse que jamais. Son entrevue avec Kitty réveillait douloureusement en elle le sentiment de sa déchéance. « Madame rentre à la maison ?» demanda Pierre. « Oui, répondit-elle sans trop savoir ce qu'elle disait. Elles m'ont regardée comme un être bizarre, effrayant, incompréhensible. Que peuvent se dire ces gens-là ? Pensa-t-elle en voyant deux passants s'entretenir avec animation. Ont-ils la prétention de se communiquer ce qu'ils éprouvent ? Moi qui voulais me confesser à Dolly. J'ai eu raison de me taire. Mon malheur l'aurait réjouie, au fond, bien qu'elle n'en eût rien laissé paraître. Elle trouverait juste de me voir expier ces plaisirs qu'elle m'enviait. Et Kitty eût été plus contente encore. Je le lis dans son cœur. Elle me hait parce que j'ai été plus aimable avec son mari qu'il n'eût fallu. Elle me jalouse, elle me déteste, elle me méprise. À ses yeux, je suis une femme perdue. Ah, si j'avais été ce qu'elle pense, avec quelle facilité j'aurais tourné la tête à son mari. La pensée m'en est venue, j'en conviens. Voilà un homme enchanté de sa personne, se dit-elle à l'aspect d'un gros monsieur au teint fleuri dont la voiture croisa la sienne et qui, la prenant pour une autre, découvrit en la saluant un crâne aussi luisant que son haut de forme. Il croit me connaître. Personne ne me connaît, pas même moi. Je ne connais que mes appétits, comme disent les Français. Ces gamins convoitent de mauvaises glaces. De cela, ils sont bien sûrs, décida-t-elle à la vue de deux enfants arrêtés devant un marchand qui déposait à terre un seau à glace et s'essuyait la figure au coin d'un torchon. Tous, nous sommes avides de friandises et, faute de bonbons, on se contente de mauvaises glaces. Comme Kitty, qui, ne pouvant épouser Vronsky, s'est rabattue sur les vies. Elle m'envie, elle me déteste. Nous nous détestons tous les uns les autres. Je la hais, elle me hait. Ainsi va le monde. Thiotkin, coiffeur, je me fais coiffer par Thiotkin. Je le ferai rire avec cette bêtise, pensa-t-elle pour se rappeler aussitôt qu'elle n'avait plus personne à faire rire. On sonne les vêpres. Comme ce marchand fait ces signes de croix avec circonspection, a-t-il peur de laisser tomber quelque chose ? Pourquoi ces églises, ces cloches, ces mensonges, pour dissimuler que nous nous haïssons tous comme ces cochers de fiacre qui s'injurient ? Yashvin a raison de dire, il en veut à ma chemise, moi à la sienne. Entraînée par ces réflexions, elle oublia un moment sa douleur et fut surprise quand la calèche s'arrêta. La vue du Suisse la fit souvenir et de son billet et de sa dépêche. « Y a-t-il une réponse ?» demanda-t-elle. « Je vais m'en informer, » dit le Suisse, et il revint un moment après avec une enveloppe de télégrammes. Anna l'ouvrit et lut « Je ne puis rentrer avant 10 heures. Vronsky. » Et le messager, il n'est pas encore de retour.
Un besoin vague de vengeance s'éleva dans l'âme d'Anna et elle monta l'escalier en courant. Puisqu'il en est ainsi, je sais ce qu'il me reste à faire. J'irai moi-même le trouver avant de partir pour toujours. Je lui dirai son fait. Jamais je n'ai haï personne autant que cet homme. Et apercevant un chapeau de Vronsky dans l'antichambre, elle frissonna d'horreur. Elle ne réfléchissait pas que la dépêche était une réponse à la sienne et non un message que Vronsky ne pouvait pas encore avoir reçu. Elle se le représentait causant gaiement avec sa mère et mademoiselle Sorokine, jouissant de loin des souffrances qu'il lui infligeait. Oui, il faut partir bien vite, se dit-elle, sans trop savoir encore où elle devait aller. Elle avait hâte de fuir ces terribles pensées qui l'envahissaient dans cette maison où tout, choses et gens, lui étaient odieux et dont les murs l'écrasaient de leur terrible poids. Je vais aller à la gare, décida-t-elle, et si je ne le rencontre pas, je pousserai jusqu'à la campagne et je le prendrai sur le fait. Elle consulta dans son journal l'horaire des trains. Il y en avait un à 8h02. J'arriverai à temps. Elle fit atteler des chevaux frais à la calèche et disposa dans un petit sac de voyage les objets indispensables à une absence de quelques jours. Résolue à ne pas rentrer, elle roulait dans sa tête 1000 projets confus. L'un d'eux consistait, après la scène qui se passerait à la gare ou chez la comtesse, à continuer sa route par le chemin de fer de Nijni pour s'arrêter dans la première ville venue. Le dîner était servi, mais l'odeur même de la nourriture lui faisait horreur. Elles regagnèrent tout droit la calèche. La maison projetait déjà son ombre à travers toute la rue, mais le soleil chauffait encore. La soirée s'annonçait belle et claire. Anouchka qui portait sa valise, Pierre qui mit celle-ci dans la voiture, le cocher qui paraissait mécontent, tous l'agaçaient, l'irritaient. « Je n'ai pas besoin de toi, Pierre. »« Mais qui prendra le billet, madame ?»« Eh bien, viens si tu veux, peu m'importe, répondit-elle contrariée. Pierre sauta sur le siège, prit une pose avantageuse et donna ordre au cocher de conduire madame à la gare de Nijni. Chapitre 30. Voilà mes idées qui s'éclaircissent, se dit Anna lorsqu'elle se retrouva en calèche, roulant sur le pavé inégal. À quoi songeais-je en dernier lieu? Au coiffeur Tiutkin? Non. Ah, j'y suis. Aux réflexions de Yashvin sur la lutte pour la vie et sur la haine qui seule unit les hommes. Où courez-vous comme ça? Vous ne vous échapperez pas à vous-même. Le chien que vous emmenez n'y fera rien, pensa-t-elle, interpellant à part soi une joyeuse société installée dans une voiture à 4 chevaux qui s'en allait de toute évidence faire une partie de campagne. Et, suivant le regard de Pierre qui se retournait sur le siège, elle aperçut un ouvrier ivre emmené par un sergent de ville. Ceci ferait mieux l'affaire. Nous en avons aussi essayé du plaisir, le comte Vronsky et moi, mais n'avons point trouvé le bonheur auquel nous aspirions. Pour la première fois, Anna dirigea sur ses relations avec Vronsky cette lumière crue qui lui faisait entrevoir le fond de toute chose. Qu'a-t-il cherché en moi? Les satisfactions de la vanité plutôt que celles de l'amour. Et les paroles du comte, l'expression de chien soumis que prenait son visage au premier temps de leur liaison lui revenaient en mémoire pour confirmer cette pensée. Oui, tout en lui indiquait l'orgueil du triomphe. Il m'aimait, certes, mais il était surtout fier de m'avoir conquise. Et maintenant qu'il m'a pris tout ce qu'il pouvait me prendre, je lui fais honte, je lui pèse. Il n'a plus souci que d'observer les formes. Il s'est trahi hier. S'il désire m'épouser, c'est pour brûler ses vaisseaux. Il m'aime peut-être encore, mais comment? The zest is gone. Voilà un qui fait le faraud. Cette parenthèse s'adressait à un rougeau de commis perché sur un cheval de manège. Non, je ne lui plais plus comme autrefois. Au fond du cœur, il sera bien content d'être délivré de ma présence. Cela n'était point une supposition gratuite, mais une vérité, dont la lueur vive qui lui découvrait les secrets de la vie et des rapports entre les hommes lui faisait crûment apparaître l'évidence. Tandis que mon amour devient de plus en plus égoïstement passionné, le sien s'éteint peu à peu. C'est pourquoi nous ne nous entendons plus. Et il n'y a pas de remède à cette situation. Il m'est tout, je veux qu'il se donne à moi tout entier, mais lui, il ne cherche qu'à me fuir. Jusqu'au moment de notre liaison, nous allions l'un au-devant de l'autre. Maintenant, c'est en sens inverse que nous marchons. Il m'accuse d'être ridiculement jalouse. Je me suis fait aussi ce reproche, mais bien à tort. La vérité, c'est que mon amour ne se sent plus satisfait. Mais cette découverte troubla tellement Anna qu'elle changea de place dans la calèche, remua involontairement les lèvres comme si elle allait parler. Si je pouvais, je chercherais à lui être une amie raisonnable,
et non une maîtresse passionnée dont l'ardeur lui répugne et qui de son côté souffre de sa froideur. Mais je ne puis ni ne veux me transformer. Il ne me trompe pas, j'en suis certaine. Il ne songe pas plus aujourd'hui à mademoiselle Sorokine que naguère à Kitty. Mais que m'importe? S'il ne m'aime plus, s'il ne se montre bon et tendre envers moi que par devoir, ce sera l'enfer. Je préfère encore sa haine. Nous en sommes là. Il y a longtemps qu'il ne m'aime plus, et là où finit l'amour, commence le dégoût. Le dégoût. Qu'est-ce que ce quartier inconnu? Des rues qui montent sans fin et des maisons, toujours des maisons, habitées par une foule de gens qui tous se haïssent les uns les autres. Voyons, que pourrait-il m'arriver qui me donnerait encore du bonheur? Supposons qu'Alexis Alexandrovitch consente au divorce, qu'il me rende Serge, que j'épouse Vronsky. En songeant à Karénine, Anna le vit surgir devant elle avec son regard éteint, ses mains blanches veinées de bleu, ses phalanges qui craquaient, ses intonations particulières et le souvenir de leur rapport, jadis qualifié de tendre, la fit tressaillir d'horreur. Admettons que je sois mariée. Kitty me regardera-t-elle avec moins de condescendance? Serge ne me demandera-t-il pas pourquoi j'ai deux maris? Pourra-t-il s'établir entre Vronsky et moi des relations qui ne me mettent point à la torture? Non, se répondit-elle sans hésiter. La scission entre nous est trop profonde. Je fais son malheur, il fait le mien. Nous n'y changerons plus rien. Pourquoi cette mendiante avec son enfant s'imagine-t-elle inspirer la pitié? Ne sommes-nous pas tous jetés sur cette terre pour nous haïr et nous tourmenter les uns les autres? Tiens, les collégiens qui s'amusent. Mon petit Serge. Lui aussi, j'ai cru l'aimer. Mon affection pour lui m'attendrissait moi-même. J'ai pourtant vécu sans lui. J'ai troqué l'amour que je lui portais contre une autre passion. Et tant que celle-ci a été satisfaite, je ne me suis pas plainte de l'échange. Ce qu'elle appelait une autre passion lui apparut sous des couleurs hideuses. Cependant, elle goûtait un plaisir amer à fouiller ainsi ses sentiments et ceux d'autrui. Nous en sommes tous là, et moi, et Pierre, et le cocher Théodore, et ce marchand qui passe, et tous les gens qui habitent les rives fortunées de la Volga que ces affiches nous convient à visiter, nous convient à visiter. Se dit-elle au moment où la voiture s'arrêtait devant la façade basse de la gare de Nijni. Une nuée de porteurs se précipita à sa rencontre. C'est pour Obiralovka que je dois prendre le billet, n'est-ce pas, madame? Elle eut peine à comprendre cette question, tant ses pensées étaient ailleurs. Elle avait complètement oublié ce qu'elle venait faire là. Oui, répondit-elle enfin, en lui tendant son porte-monnaie, et elle descendit de voiture, son petit sac rouge à la main. Tandis qu'elle fendait la foule pour gagner la salle des premières, les détails de sa situation lui revinrent en mémoire ainsi que les divers partis qui s'offraient à elle. De nouveau, elle flotta entre l'espoir et le découragement. De nouveau, ses plaies se rouvrirent et son cœur battit à se rompre. Assise en attendant le train sur un immense canapé, elle jetait des regards d'aversion sur les allants et venants qui tous lui étaient odieux. Tantôt elle se représentait le moment où elle arriverait à Obiralovka, le billet qu'elle écrirait à Vronsky, ce qu'elle lui dirait dès son entrée dans le salon de la vieille comtesse, ou peut-être en ce moment il se plaignait des amertumes de sa vie sans vouloir comprendre ses souffrances à elle, Anna. Tantôt elle songeait qu'elle aurait pu encore connaître d'heureux jours. Combien il était dur d'aimer et de haïr tout à la fois. Combien surtout son pauvre cœur battait à se rompre. Chapitre 31. Un coup de cloche retentit. Quelques jeunes fats, grotesques mais soucieux de l'impression qu'ils produisaient, se hâtèrent vers les quais. Pierre, engoncé dans sa livrée et ses bottes, traversa toute la salle d'un air stupide et se mit en devoir d'escorter Anna jusqu'au wagon. Les bruyants personnages firent silence en la voyant passer, et l'un d'eux murmura à l'oreille de son voisin quelques mots sans doute graveleux. Anna escalada le marchepied et s'installa dans un compartiment vide. Le sac qu'elle posa auprès d'elle rebondit sur la banquette élastique dont l'étoffe défraîchie avait dû jadis être blanche. Avec un sourire idiot, Pierre souleva en guise d'adieu son chapeau galonné et s'éloigna. Un effronté conducteur ferma bruyamment la portière. Une dame difforme, affublée d'une tournure et qu'Anna déshabilla en imagination pour s'épouvanter de sa laideur, courait le long du quai suivie d'une petite fille qui riait avec affectation. Catherine Andrievna, à tout part de vers elle. Ma tante, cria la petite. Cet enfant est déjà grimacière et prétentieuse, se dit
Anna. Et pour ne voir personne, elle alla s'asseoir tout au bout de la banquette. Un petit bonhomme sale et difforme, coiffé d'une casquette d'où s'échappaient des cheveux ébouriffés, passa le long de la voie, se penchant sans cesse sur les roues. Cette vilaine figure ne m'est pas inconnue, se dit Anna. Tout à coup, elle se rappela son cauchemar et, frissonnant d'épouvante, recula jusqu'à l'autre porte que le conducteur ouvrait pour laisser monter un monsieur et une dame. « Vous voulez descendre » demanda cet homme. Anna ne répondit rien et personne ne put remarquer sous son voile la terreur qui la glaçait. Elle regagna son coin. Le couple prit place à l'autre bout, examinant avec une curiosité discrète les détails de sa toilette. Ces deux êtres lui inspirèrent aussitôt une profonde répulsion. Désireux de lier conversation, le mari lui demanda la permission d'allumer une cigarette. L'ayant obtenue, il raconta force niaiseries à sa femme. En fait, il n'avait pas plus envie de parler que de fumer, mais voulait à tout prix attirer l'attention de sa voisine. Anna vit clairement qu'ils étaient là l'un de l'autre, qu'ils se détestaient cordialement. Pouvait-on ne pas prendre en haine de pareils grotesques ? La rumeur, le transfert des bagages, les cris, les rires qui succédèrent au second coup de cloche donnèrent à Anna l'envie de se boucher les oreilles. Qu'est-ce qui pouvait bien faire rire ? Enfin, ce fut le troisième coup de cloche, puis le coup de sifflet du chef de gare, auquel répondit celui de la locomotive. Le train s'ébranla, et le monsieur fit un signe de croix. Je serais curieuse de savoir quelle signification il attribue à ce geste. Se demanda Anna en lui jetant un regard mauvais qu'elle reporta aussitôt par-dessus la tête de la dame sur les personnes qui étaient venues accompagner des voyageurs et qui paraissaient maintenant reculer avec le quai. Le wagon avançait lentement, cahotant à intervalles réguliers sur les jointures des rails. Il dépassa le quai, un mur, un disque, une file d'autres wagons. Le mouvement s'accéléra, le couchant empourpra la portière, la brise se joua dans les stores. Bercée par la marche du train, Anna oublia ses visions, respira l'air frais et reprit le cours de ses réflexions. À quoi pensais-je ? À ce que ma vie, de quelque manière que je me la représente, ne peut être que douleur. Nous sommes tous voués à la souffrance, nous le savons, et cherchons à nous le dissimuler d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque la vérité nous crève les yeux, que nous restera-t-il à faire ? La raison a été donnée à l'homme pour se soustraire à ses ennuis, dit la dame en français, toute fière d'avoir trouvé cette phrase. Ces paroles parurent faire écho aux pensées d'Anna. Se soustraire à ses ennuis, répéta-t-elle mentalement. Un coup d'œil jeté sur ce monsieur haut en couleur et sur sa maigre moitié lui fit comprendre que celle-ci devait se considérer comme une créature incomprise. Son mari, qui sans doute la trompait, n'avait garde de combattre cette opinion. Anna devinait tous les détails de leur histoire, plongeait dans les replis les plus secrets de leur cœur, mais cela manquait d'intérêt et elle continua à réfléchir. Eh bien, moi aussi, j'ai de graves ennuis, et puisque la raison l'exige, mon devoir est de m'y soustraire. Pourquoi ne pas éteindre la lumière quand il n'y a plus rien à voir, quand le spectacle devient odieux ? Mais pourquoi ce conducteur court-il le long du marchepied ? Quel besoin ces jeunes gens dans le compartiment à côté éprouvent-ils de crier et de rire ? Tout n'est que mal et injustice, mensonge et duperie. En descendant du train, Anna, évitant comme des pestiférés les autres voyageurs, s'attarda sur le quai pour se demander ce qu'elle allait faire. Tout lui paraissait maintenant d'une exécution difficile. Au contact de cette foule bruyante, elle rassemblait mal ses idées. Des porteurs lui offraient leurs services. Les jeunes freluquets lui décrochaient des œillades en parlant à voix haute et en faisant sonner leurs talons. Se rappelant soudain la résolution qu'elle avait prise de continuer sa route si elle ne trouvait pas de réponse à la gare, elle demanda à un employé s'il n'avait point vu par hasard un cocher qui portait une lettre au comte Vronsky. « Vronsky ? On est venu tout à l'heure de chez eux chercher la princesse Sorokine et sa fille. Comment est-il de sa personne, ce cocher ?» Au même moment, Anna vit s'avancer vers elle son envoyé, le cocher Michel. Tout rouge, tout joyeux, son beau cafetan bleu barré d'une chaîne de montre, il semblait fier d'avoir rempli sa mission. Il remit à Anna un billet qu'elle décacheta, l'angoisse au cœur. « Je regrette beaucoup, écrivait Vronsky d'une main négligente, que votre billet ne m'ait pas trouvé à Moscou. Je rentrerai à 10 heures. »« C'est cela, je m'y attendais, » se dit-elle avec un sourire sardonique. « Merci, tu peux t'en retourner, ordonna-t-elle à Michel d'une voix à peine perceptible, car les palpitations de son cœur l'empêchaient de respirer. Non, je ne te permettrai plus de me faire ainsi souffrir, décida-t-elle.
Ce n'était point à elle que s'adressait cette menace, mais à la cause même de sa torture. Elle se mit à longer le quai. 2 femmes de chambre qui faisaient les 100 pas se retournèrent pour examiner sa toilette. « Ce sont des vrais ?» dit tout haut l'une d'elles en désignant les dentelles d'Anna. Les jeunes Mirliflor la dévisagèrent de nouveau et échangèrent d'une voix affectée des propos bruyants. Le chef de gare lui demanda si elle reprenait le train. Un petit marchand de Vasse ne la quittait pas des yeux. « Où fuir, mon Dieu ?» se disait-elle en marchant toujours. Presque au bout du quai, des dames et des enfants causaient en riant avec un monsieur à lunettes qu'ils étaient venus chercher. À l'approche d'Anna, le groupe se tut pour la regarder. Elle hâta le pas et s'arrêta près de l'escalier qui, de la pompe, descendait au rail. Un convoi de marchandises approchait, ébranlant le quai. Elle se crut de nouveau dans le train en marche. Tout à coup, elle se souvint de l'homme écrasé le jour de sa première rencontre avec Vronsky, et elle comprit ce qu'il lui restait à faire. D'un pas rapide et léger, elle descendit les marches et, postée près de la voie, elle scruta les œuvres basses du train qui la frôlaient, les chaînes, les essieux, les grandes roues de fonte, cherchant à mesurer de l'œil la distance qui séparait les roues de devant de celles de derrière. Là, se dit-elle en fixant dans ce trou noir les traverses recouvertes de sable et de poussière. Là, au beau milieu, il sera puni et je serai délivrée de tous et de moi-même. Son petit sac rouge, qu'elle eut quelque peine à détacher de son bras, lui fit manquer le moment de se jeter sous le premier wagon. Force lui fut d'attendre le second. Un sentiment semblable à celui qu'elle éprouvait jadis avant de faire un plongeon dans la rivière s'empara d'elle, et elle fit le signe de la croix. Ce geste familier réveilla dans son âme une foule de souvenirs d'enfance et de jeunesse. Les minutes heureuses de sa vie scintillèrent un instant à travers les ténèbres qui l'enveloppaient. Cependant, elle ne quittait pas des yeux le wagon, et lorsque le milieu entre les 2 roues apparut, elle rejeta son sac, rentra sa tête dans les épaules et, les mains en avant, se jeta sur les genoux, sous le wagon, comme prête à se relever. Elle eut le temps d'avoir peur. « Où suis-je? Que fais-je? Pourquoi ?» pensa-t-elle, faisant effort pour se rejeter en arrière. Mais une masse énorme, inflexible, la frappa à la tête et l'entraîna par le dos. « Seigneur, pardonnez-moi » murmura-t-elle, sentant l'inutilité de la lutte. Un petit homme, marmottant dans sa barbe, tapotait le fer au-dessus d'elle, et la lumière qui, pour l'infortuné, avait éclairé le livre de la vie, avec ses tourments, ses trahisons et ses douleurs, brilla soudain d'un plus vif éclat, illumina les pages demeurées jusqu'alors dans l'ombre, puis crépita, vacilla et s'éteignit pour toujours. Voilà, c'est la fin de la 7e partie d'Anna Karénine. C'est étrange qu'on m'ait recommandé ce livre alors que je faisais un voyage en train. C'est étrange. Mais enfin bon, c'est ainsi. Bon. Comment vous dire à quel point j'ai eu mal au ventre, dans la poitrine et même à la tête en faisant cette lecture. Voilà, ce n'était pas ma meilleure lecture, mais je crois que j'ai gardé un peu de distance avec. J'ouvre pas la bonne page non plus, le vent léger. C'est pas si léger que ça. Miracle.
Alors, je vais vous lire 2 attelages et miracles. On verra bien. J'ai un peu peur. Je ne sais pas. 2 attelages. Une course rapide recommença, avec la voix extraordinaire de Nicanor, ivre, dans le vent et dans la neige continuelle qui se glisse dans vos yeux, dans votre bouche, dans tous les plis de votre pelisse. Le vent siffle, les cochers crient, et dans ce furieux tintamarre, je me rappelle tous les détails de cette journée étrange, absurde, unique dans ma vie. Et il me semble que je suis, en effet, devenu fou, ou que je suis un autre homme. L'homme que j'étais naguère m'est étranger et me répugne profondément. Un quart d'heure après, ses chevaux restèrent définitivement en arrière et on n'entendit plus ses grelots à cause du chasse-neige. Anton Tchekhov, ma femme. Miracle. Ils ont pris un aller simple sur un vol Los Angeles-San Francisco, sous tous les deux et à bout de nerfs, venant de se débattre tout au long d'une audience leur seconde faillite en 7 ans. Et qui sait, sait-on même s'ils ont parlé, ce qui a été dit dans l'avion, ou qui l'a dit? C'était peut-être l'accumulation des événements de la journée, ou les années, d'échecs et de dégradations qui ont déclenché la violence. Plutôt, sans dessus-dessous, crucifiés et laissés pour morts, on les avait balancés comme des ordures devant le terminal. Mais une fois à l'intérieur, ils s'étaient ressaisis, réfugiés dans un bar d'aéroport où ils s'étaient enfilés des doubles sous une bannière qui disait « Go Dodgers !» Ils étaient bourrés, comme d'habitude, quand ils bouclèrent leur ceinture et, comme toujours, prêts à se dire que c'était l'humaine condition universelle, que cette bataille, livrée sans répit contre des forces passant toute mesure, des forces au-delà de la seule compréhension humaine. Mais elle craque, elle n'en peut plus, et bientôt, sans un mot, elle se tourne sur son siège pour le frapper, pour lui flanquer des nions, et encore des nions, et lui, il encaisse. Sachant en fond qu'il en mérite 10 fois plus, quoi qu'elle ait envie de lui infliger, il est en train de recevoir une raclée méritée pour ci ou ça. Il y a de bonnes raisons. Pendant qu'elle lui martèle la tête, la fait balloter sous ses coups, ses poings lui cognant l'oreille, les lèvres, la mâchoire, il protège son whisky. Agrippe ce gobelet de plastique comme si c'était, oui, le trésor qu'il a longtemps cherché, juste là, sur la tablette devant lui. Elle continue jusqu'à ce qu'il se mette à saigner du nez. C'est alors qu'il lui demande d'arrêter. « S'il te plaît, chérie, pour l'amour du ciel, arrête. Il se peut que ça, supplique, parvienne jusqu'à elle comme un faible signal d'une autre galaxie, d'une étoile agonisante, car c'est bien ça. Un signe codé venu d'un autre temps et d'un autre lieu lui titillait la cervelle, évoquant pour elle une chose si perdue qu'elle s'est évanouie à jamais. Quoi qu'il en soit, elle cesse de le frapper, se remet à boire. Pourquoi s'arrête-t-elle? Parce qu'elle se souvient des années de vaches grasses qui ont précédé les maigres. Toute cette histoire qu'ils ont partagée, affrontée ensemble, eux deux, seuls contre le monde. Penses-tu, si elle s'était vraiment souvenue de tout, et si ces années lui étaient tombées dessus comme ça d'un seul coup, elle l'aurait tué sur le champ. Peut-être ses bras sont-ils fatigués, c'est pourquoi elle s'arrête. Bon, disons qu'elle est fatiguée, et donc elle s'arrête. Il prend son verre comme si rien ou presque ne s'était passé, alors qu'il s'est passé quelque chose, bien sûr, que sa tête lui fait mal, et en chavire encore. Elle retourne à son whisky sans un mot, pas même l'habituel fumier ou salaud. Silence de mort. Aussi quoi qu'un pouls. Il tient la serviette en papier sous son nez pour étancher le sang, tourne lentement la tête vers l'extérieur. Loin en dessous, les petites lumières fixent des maisons qui parsèment les flancs d'une vallée côtière. C'est l'heure du dîner là-bas. Des gens se pressent autour d'une table garnie. On dit le bénédicité, des mains se joignent sous des toits si solides que jamais rien ne les arrachera à ces maisons. Des maisons où, imagine-t-il, des gens comme il faut vivent et mangent, prient et se serrent les coudes. Des gens qui, s'ils quittaient la table pour aller regarder le ciel par la fenêtre de la salle à manger, verraient la pleine lune d'équinoxe et, juste en dessous, tel un insecte lumineux, la petite lueur
d'un avion de ligne. Il se dresse pour voir par-dessus l'aile et au-delà les myriades de lumières de la grande ville vers laquelle ils foncent. L'endroit qu'ils habitent avec d'autres de leur espèce, l'endroit où ils sont élus domicile. Il fait des yeux le tour de la cabine. Encore des gens, voilà tout. Des gens comme eux, en un sens, mâles ou femelles, un sexe ou l'autre. Des gens pas entièrement différents d'eux. Cheveux, oreilles, yeux, nez, épaules, génitoires. Merde, jusqu'aux vêtements qu'ils portent sont similaires et il y a cette même ceinture de sécurité autour du ventre. Mais il sait qu'elle et lui ne sont pas comme ces autres gens alors qu'il aimerait bien ça, et elle aussi, s'il l'était. Le sang imbibe sa serviette. Ça n'arrête pas de sonner dans sa tête. Mais il ne peut répondre. Et que dirait-il s'il pouvait ? Je regrette, il n'y a personne. Ils sont partis d'ici, et d'ailleurs aussi, depuis des années. Ils filent. À travers l'air léger de la nuit, ceinture bouclée, maris sanguinolents et femmes, tous deux si pâles et immobiles qu'ils pourraient être morts. Mais ils ne le sont pas, et cela tient du miracle. Tout ça n'est qu'un pas de géant de plus dans le mystère de leur existence. Qui aurait pu en prédire quoi que ce soit, voilà des années quand, leurs deux mains guidant le couteau, ils avaient fait la première entaille au cœur du gâteau de mariage. Puis la suivante. Qui eût écouté ? Le porteur de telles informations sur l'avenir se serait fait claquer la porte au nez. L'avion s'élève, puis vire brusquement sur l'aile. Il lui touche le bras, elle le laisse faire, elle lui prend même la main. Ils étaient faits l'un pour l'autre, non ? C'est le destin. Ils survivront. Ils vont atterrir et reprendre leurs esprits, s'éloigner de cet épouvantable sac de nœuds. Il le faut tout simplement, obligé. Un tas de choses les attendent encore, tant de féroces surprises, de si exquis retournements. C'est du présent qu'ils sont comptables. Lui, du sang sur son col, elle, de la tache rouge sombre qui macule sa manchette. Merci Raymond Carver. Merci Raymond Carver. Il y avait je ne sais pas, j'avais fait une photo parce que j'ai rendu un livre, j'ai fait une photo, mais pour ça, il faudrait que je trouve cette chose. Voilà. Le téléphone. J'avais quand même envie de vous le lire. Est-ce que je vous chante une chanson ? J'ai l'impression de... Je sais pas. J'ai une chanson, mais je vais la chanter très faux. Je parle de ta solitude. Je parle de ta solitude infinie, dit le gars. Je voudrais faire irruption dans ta mémoire, m'emparer d'elle, la démanteler, la démentir, la déposséder de son dernier bastion. Ta solitude m'accable, m'hallucine, dit le gars avec douceur. Je voudrais que la nuit, elle ne se languisse de moi, que je lui manque, qu'elle me reçoive seule à seule. Mais il se trouve, dit calmement la demoiselle, que si ta bienheureuse solitude se confond avec la mienne, je ne saurai plus si je suis en toi ou si tu as fini par être en moi. Laquelle des dieux, somme toute, serait ma légitime solitude ? Ils se regardèrent dans les yeux, comme s'ils pardonnaient, se pardonnant l'un l'autre. Adieu, dit le gars. Et la demoiselle, adieu. Je ne l'avais pas lu encore. Alors allons-y, je vais en lire deux de Christophe Manon, provisoire. Une frêle embarcation dérivant sur l'océan, sans savoir pourquoi, cherchant une direction sous le ciel brouillé. Voici, peut-être, ce que nous sommes, mais le cœur pèse tant, et nous sombrons dans l'onde incertaine et trouble, sans recours, adressant de vaines suppliques à l'ombre qui se tient dressée
derrière nous. Le temps est notre ami, et ce n'est pas notre ami. Ce qu'il sait, nous l'ignorons, ce qu'il efface, nous y tenons, et jamais nous ne pouvons y renoncer sans qu'une plaie profonde ne s'ouvre dans nos petits cœurs altiers et voraces. Bon ben voilà qui est parfait, mais j'aurais aimé un autre. Pardon. Je ne sais pas, j'en prends un au hasard encore. Peut-être au fond sommes-nous le fruit d'intimes expériences que nous n'avons jamais vécues, et peut-être aussi sommes-nous, ainsi tels que nous sommes, c'est-à-dire traversés par une infinité d'infimes sensations de fragiles souvenirs et d'espoir, dérisoires, d'inquiets désirs et de fictions qui sont parfois sans signification mais qui, cependant, nous maintiennent probablement dans un certain élan. Et c'est peut-être aussi pourquoi nous agissons parfois, même si rien, semble-t-il, rien n'est en mesure jamais de nous tirer enfin pareil à des enfants encore tout pantelants et démunis et les paupières lourdes du rêve éveillé, où nous sommes exilés avec son lot de joie et de désarroi à la fois, car chacun sait que la vie, c'est ainsi, c'est ainsi. Et le dernier poème. La lumière est la lumière, le monde est le monde, les pierres sont-elles, sont les pierres, les plantes, sont les plantes, sont les bêtes, et les hommes sont les hommes, sont ce qu'ils sont, tout ce qui est dans la lumière du monde. J'ai Tempus est ut praetermittentur simulacra nostra. Pardon pour les doigts. Oui, je préfère quand même les lectures qu'il fait plutôt que moi. Oh, je n'arrive pas à l'allumer. C'est sans doute que je dois pas vous chanter cette chanson. D'ailleurs, je ne sais pas si... Un autre jour. Là, j'ai un autre jour. C'est mieux. Je crois que Raymond a eu le droit à l'émotion en même temps de... Je ne sais pas ce qui pouvait rester pour Anna. C'est malheureux. Hein. Ouais. La condition des femmes quand même... Cette domination sur elle leur a fait quand même... Ouais, il nous a rendues malheureuses. Je pense, mais sauf
à avoir bénéficié d'amour, de soins et de tout ce qui est d'apprendre notre valeur et la confiance qu'on doit avoir en soi. Je parle pas que pour les femmes, c'est pour toutes les personnes qui sont dominées. Et d'une certaine façon, c'est pour tout le monde. Sans doute qu'il y a ces failles-là qui se créent quelque part dans l'existence. Je lisais un livre où on disait que le mal, j'ai pas la citation exacte, j'ai pas le. Et j'ai pas le livre avec moi. Mais c'était. J'ai peur de me tromper. Je sais plus si c'était que le mal était. Justifiait l'existence du bien. Enfin, c'était pas ça, mais c'est comme ça que je m'en souviens. Je vais pas partir dans les comment dire, dans les réflexions morales ou philosophiques sur l'existence ou non du bien ou du mal, sur est-ce qu'on a une idée ou une conscience, pas une conscience, mais quelque chose qui se rapproche de ça, savoir où se trouve le bien et le mal. Je pense que d'une certaine façon on le sait quand on dit même quelque chose qui va pas faire plaisir à quelqu'un, parce qu'on a envie de même taquiner ou de cette échelle-là à, je ne sais pas moi, tuer des millions de personnes ou avoir une activité qui appauvrit des millions de personnes ou qui les empêche de se réaliser ou qui les condamne à. J'imagine que oui, j'ai du mal à imaginer le contraire. Mais après, est-ce que ça dérange ou non, ça c'est. Je suis pas sûre que ça dérange. Que de faire le mal, ça dérange tout le monde. Si on part dans ces. Bon, bref, ça c'est des questions que je me poserais à moi-même toute seule. Pardon. Tout ça pour vous dire que je ne vais pas chanter ce soir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, cette lecture m'a un peu perturbée. Ouais. On ne se tue jamais sur un coup de tête. Même pour lancer l'alarme, on ne fait pas ça. C'est pas possible. Je sais pas. Je ne sais pas. Je trouvais, excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je tenais quand même à le dire, que dans les disputes entre Vronsky et Anna, Tolstoï, je le trouve pas équitable entre les deux. Il est toujours plus comment dire, plus moins rude, on va dire, avec Vronsky, alors qu'Anna, elle ne comprend pas comment il s'est exprimé et tout ça. Quasiment à chaque réplique comme ça, et ça m'a à un moment, je me suis dit ah oui quand même. Pourtant, je le trouve
Alors ça me dérange pas et effectivement ça doit être le cas dans plein, mais dans ce cas-là, je préfère qu'on l'explique, ne serait-ce que comme Raymond Carver dans son poème en 2 mots, il dit, il mérite ses coups et encore plus ces 2 mots. Bon, ça s'est encore bien croisé en tout cas. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée, surtout euh, je ne crois pas que les relations, que tout le monde soit condamné comme ça. Ne virez pas dans les idées noires d'Anna qui dit que tout le monde se hait. Et non, moi je suis vraiment persuadée. Je sais que ça va être mièvre et terrible pour vous, mais je suis vraiment persuadée que l'amour est bien plus fort que tout. C'est quelque chose dont je n'arriverai pas à me départir. Voilà. Je sais que c'est mièvre et que vous pouvez rire, et si au moins ça vous fait rire, alors tant mieux, c'est que j'ai réussi et que j'ai en partie raison. Voilà, je vous remercie beaucoup. Faites bien attention à vous surtout et à bientôt. Merci encore.